Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus pour mon premier talk à Alpecraft. Donc, merci pour l'accueil, merci à l'orga. La conf s'appelle donc le Seigneur de Legacy, la communauté du code. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Évidemment, de Legacy, en particulier sous l'angle du couplage et de comment y remédier. Donc, on va parler de refactoring et d'une quête épique pour sauver notre code et notre santé mentale. Il se pourrait qu'au cours de cette présentation, il y ait certains stress post-traumatiques qui s'expriment et je m'en excuse par avance. Pour commencer, je vais vous présenter Legacy Corp. Legacy Corp, c'est une société qui a été créée au millénaire dernier et au cours de laquelle 3 services ont été forgés. 3 services pour les ops les plus stables. 7 services pour les devs plus besogneux. Et 9 services ont été forgés pour les managers, plus facilement corruptibles car plus avides de pouvoir. Mais ils ont été trahis, car au milieu de tous ces services, un anneau avait été forgé pour les coupler tous. Le couplage, qu'est-ce que c'est? Le couplage, c'est une notion informatique qui est une mesure pour mesurer le taux de dépendance entre 2 composants. On mesure en fait le volume d'information qui est échangé par 2 composants. Donc plus des composants partagent de l'information, et plus la modification d'un de ces composants va entraîner des modifications dans le ou les composants avec lesquels il est couplé. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est une notion qui est transitive. Si un service A est fortement couplé à un service B, alors, et si B est fortement couplé à C, alors A est lui aussi, de manière indirecte et parfois un peu vicieuse, couplé à C. Donc le couplage fort, c'est un environnement dangereux. Ici, on peut voir un diagramme succinct de l'entreprise du système informatique de Legacy Corp. Et ce qu'on y voit, c'est que absolument tous les services dépendent de User Service. C'est lui, l'anneau unique, qui sert à les lier tous. Legacy Corp, c'est un royaume qui est enchaîné par son passé. C'est un monolithe maudit dans lequel modifier une seule ligne de code peut casser un service dont on ne savait même pas qu'il existait. C'est comme ça qu'en changeant le moteur de template HTML, on peut casser l'envoi de mail sans comprendre pourquoi. Le problème de ça, c'est que les dépendances sont parfois invisibles. On ne sait pas forcément les impacts de tout ce qu'on va pouvoir faire. Et à cause de ça, chaque personne de l'équipe de développement passe 80% de son temps à corriger des bugs plutôt qu'à produire de nouvelles features. Les conséquences de cet état de fait, c'est qu'on ne refactore plus. On a tellement peur de tout casser qu'on n'ose plus changer la structure du code. Le code n'est plus aligné en termes de structure aux besoins actuels de l'entreprise. On est vraiment enchaîné à notre passé. On néglige donc la qualité. On n'a pas les moyens de faire la qualité. On est tout le temps en mode pompier, à corriger un bug après l'autre, plutôt qu'à essayer de faire des changements profonds qui nous permettraient de repartir sur de bonnes bases et de retrouver une vélocité normale, on va dire. Le problème de ça, c'est qu'on ne peut plus rien planifier. Le premier symptôme de ça, vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est quand tous les jours, en daily, pendant 1 semaine, 2 semaines, on arrive à la boule au ventre parce que tout ce qu'on a à dire, c'est « non mais promis, là c'est vraiment bientôt fini ». Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation, mais c'est vraiment agréable pour personne, que ce soit pour le dev qui, lui, est convaincu que dès qu'il aura fini de régler les problèmes de compilation là qu'il a à portée de vue, ce sera bon. Mais sauf que ces problèmes de compilation vont entraîner des problèmes sur les fichiers qui sont eux-mêmes couplés avec d'autres fichiers et ça devient quasiment impossible de déterminer le volume de travail à effectuer juste pour implémenter ce qui semble à la base juste une simple feature. En gros, on est complètement esclave des bugs. On est tout le temps en train d'en corriger et parfois même, c'est tellement risqué de changer certains morceaux du code qu'on peut passer plusieurs jours, tout ça pour finalement régler un bug avec une simple ligne de code. Et malheureusement, la concurrence arrive. Si Legacy Corp est à une certaine position sur son marché, elle est presque en position de monopole, mais d'autres alternatives arrivent, d'autres structures plus agiles, plus rapide, plus véloce, commence à menacer son monopole en attaquant des parts de marché sur des petites niches que Legacy Corp, jusqu'ici, maîtrisait quasiment toute seule. Pour suivre Legacy Corp, on va commencer par le département R&D, la comté.
C'est l'équipe où globalement tout se passe bien. On n'a pas d'historique. Dès qu'il y a une techno sympa à tester, c'est eux qui ont le droit de jouer avec les nouveaux outils. Il n'y a pas d'aide technique, il n'y a pas de... On a toujours fait comme ça. Les hobbits n'ont jamais vu un null pointer exception. Les hobbits n'ont que faire du monde extérieur. Mais un événement tragique va secouer le département R&D. Le départ du dev senior. Bilbo a tout construit, il connaît tous les secrets. Mais suite à un début de burn-out, il part pour faire un métier qui a du sens. Il va conduire un food truck. Il laisse tout ce qu'il possède à Frodon, mais malheureusement, on n'est pas sûr que c'est tout que des cadeaux. L'héritage de Bilbo, dernière mise à jour dans le README 2014. Secret.properties, tout doux. Bilbo Magic, personne ne sait ce que ça fait. Et OneRing.cs, attention, ne pas toucher. Gandalf, c'est quoi OneRing.cs? On ouvre le fichier et là, catastrophe. Déjà dès le début, on commence à voir un to-do, un fix-me, qui déjà, je ne sais pas si vous avez déjà eu une code base où certains fichiers commençaient par un avertissement. Je vois qu'il y en a certains à qui ça parle. Généralement, moi, dès les premières lignes, je commence à avoir très très peur. En regardant un petit peu plus loin, on peut voir déjà session manager.instance getCurrent. Là, je crois qu'on est face à un singleton. Et le singleton, en termes de couplage, c'est l'équivalent d'une variable globale. Donc c'est un des plus hauts niveaux de couplage. On est, selon l'étude originale de 1957, on est sur le niveau 6 sur 7. Donc ça, à part l'héritage, on ne peut pas faire pire. Autre truc très inquiétant, c'est le fait qu'on instancie directement les dépendances pour envoyer des mails. Donc là, on voit qu'on a un objet qui a plus de responsabilités, qu'on pourrait presque qualifier de God Object. Et pour couronner le tout, on a des magic numbers, donc c'est-à-dire des nombres dont on ne connaît absolument pas l'utilité. Ça, c'est typique d'un code qui répond à un problème que tout le monde a oublié. Ce code-là, il a sûrement une utilité. Mais par contre, pour savoir à quelle problématique répond cette ligne de code, bon courage. Et d'ailleurs, c'est sûrement quelque chose d'important parce que quelqu'un a pris le temps d'émettre un commentaire pour dire « ne surtout pas supprimer ». Derrière chaque commentaire de ce genre, il y a une histoire. Et parfois, c'est une histoire assez tragique. Ensuite, on peut avoir des conditions dont on ne sait pas forcément ce qu'elles font. On va juste avoir des castes ici qui ne sont pas sécurisés. On n'a aucune garantie que les objets qu'on passe vont se sérialiser correctement. Et puis, bon, un petit couplage à la base de données et à l'envoi de mail, parce qu'après tout, il faut quand même garantir l'unicité des transactions. Et là, au moins, on est sûr que tout se fera dans la même transaction et qu'au moins, si tout passe, c'est qu'on est sûr d'avoir à la fois mis à jour la base de données et envoyé le mail. Donc, normalement, c'est simple, quoi. Keep it stupid simple. On va garder tout dans le même objet et comme ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre comment est-ce qu'on doit envoyer un mail vu que c'est facile, c'est sous nos yeux. Oh, pourquoi ça hérite de Abstract Byte Manager Service Utile? Peut-être que là, notre niveau de couplage maximal, on l'a à ce niveau-là. Pour répondre à nos questions, on va pouvoir reposer sur notre Engineering Manager, Gandalf le Gris. C'est le mentor de Bilbo, c'est lui qui lui a tout appris. C'est lui qui code sur Unix depuis le siècle dernier. Il a mené de nombreuses batailles contre la complexité et c'est même l'ancien tech lead original du framework maison. Il sait la menace que représente l'anneau. Il l'a vu corrompre des équipes entières. Il l'a vu envoyer plusieurs personnes en burn-out. Il sait la gravité de la situation. Aidé pour cette mission, il sera aidé par un coach agile freelance, Aragorn. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il dit que ses anciens clients, il a signé un NDA, il ne peut pas en parler. Il a vu des choses dans d'autres entreprises, il coûte cher et il dit qu'on veut l'appeler par des noms bizarres. Dans leur chemin, malheureusement, ils vont devoir faire appel à toutes leurs compétences pour pouvoir semer les embûches. C'est le logo Jira. Les process rôdent à l'affût de quelqu'un qui aurait osé tenter de faire un merge sans obtenir 2 pouces de membres de son équipe et 80% de coverage. Ce genre de process sont attirés par tous ceux qui touchent à l'anneau parce que tous les managers sont bien au courant du danger que représentent les modifications sur l'anneau. Les commentaires ne sont pas arrivés par hasard et les process sont là pour essayer d'éviter de reproduire les problèmes du passé.
Malheureusement, ce genre de process, ça n'amuse généralement personne. C'est juste que on essaye, quand on a une situation quasi irrécupérable, de se dire il faut faire plus attention, quoi que ça puisse bien vouloir dire. Donc, chacun essaye de faire des choses à sa manière. Et les responsables qualité vont, eux, parfois, essayer d'imposer des gates, en tout cas des vérifications imposées avant de mettre les choses dans les bases, dans les branches principales et entre les mains de toute l'équipe. Même si parfois, ça alourdit énormément toute la complexité, tous les processus de développement et ça freine les équipes à la fois dans leur autonomie, mais aussi dans leur capacité à délivrer vite des solutions pour les clients. Pour ça, on va commencer déjà par une réunion d'architecture parce que l'anneau étant vraiment critique, il y a absolument toutes les équipes de l'entreprise et tous les départements qui reposent dessus. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans notre coin. Il va falloir consulter notre staff engineer, Aileron. Il a survécu à la migration Oracle PostgreSQL de 2014. Il était là. Il était là quand quelqu'un a essayé de merger l'APR pour supprimer ce one ring de couplage. Lui va donc mener cette réunion d'architecture et pour cela, on va avoir plusieurs personnes qui seront là. Donc, il annonce l'ordre du jour. Bon, vous êtes là aujourd'hui, vous savez pourquoi. On va décider de enfin voir comment est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour supprimer ce couplage au user service. Boromir, product owner, lui, il ne voit pas le problème. Lui, il a envie de pusher, il en a marre, il veut qu'on livre des features pour les utilisateurs, quoi. Il comprend pas le problème. Il dit, mais autant utiliser l'user service à son plein potentiel. C'est un vrai couteau suisse, ce truc. C'est parfait. On peut envoyer des mails, on peut mettre à jour la base de données, on peut tout faire. Pourquoi se limiter? En fait, si on l'utilise un peu mieux, qu'on arrête de faire n'importe quoi, on pourra aller beaucoup plus vite. Mais Aragorn dit, attention, c'est trop dangereux, ça pourrait vraiment se retourner contre nous. Là, c'est vraiment un système critique, il faut qu'on se sépare de cette menace. Ouais, mais qu'est-ce qu'un Scrum Master connaît à l'architecture? C'est pas un bouleur de post-it qui va nous donner des leçons quand même sur notre entreprise. On le connaît, notre legacy. Ça fait 30 ans qu'on est dessus, quand même, quoi. Mais notre dev front-end, lui, il connaît le passé de notre coach agile. Il dit attention, c'est pas un simple Scrum Master, c'est l'héritier du trône d'Isildur et c'est lui l'architecte légitime du module de paiement. Boromir, à la base, lui, il vient de l'équipe module de paiement et ça l'énerve un peu qu'on dise qu'il y a un architecte légitime parce que le module paiement, c'est une feature team auto-organisée. Ils n'ont pas besoin d'architectes externes qui vont leur dire quoi faire. Donc, encore moins un architecte tour d'ivoire qui va donner des leçons et puis dire, en gros, voici des diagrammes, implémentez-les maintenant. Donc, finalement, c'est une réunion d'architecture classique. Personne n'est d'accord, tout le monde a son avis, tout le monde essaie de protéger ses propres intérêts dans son scope, et c'est extrêmement difficile d'arriver à quelqu'un qui veut faire un compromis. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a notre SysOps, Frodon, qui prend la parole pour dire « Je vais prendre le ticket, je vais essayer de porter l'anneau jusqu'au Mordor et d'essayer de le détruire dans les feux de la montagne du destin. » On met donc en place une décision architecturale, un Architecture Decision Record, donc un document qui va servir à garder la trace de la décision qui a été prise. On peut y trouver donc un statut, le contexte qui est présenté pour pouvoir garder la trace de quelle était la situation au moment où on a pris les décisions. On note donc le fait que la décision, c'est de détruire l'anneau et de le sortir de la production, et on va le confier à une petite équipe de Frodon, plus les gens qui pourront le supporter. Les conséquences qu'on attend, c'est qu'on va enfin se découpler du user service. Par contre, le risque, c'est que ceux qui ont essayé n'en sont jamais revenus. On va avoir un budget de 9 personnes avec une durée pour l'instant indéterminée et la métrique de succès sera le OneRing.cs n'existera plus en production. On note quand même les alternatives rejetées, des fois qu'on se dirait, bon, peut-être qu'on aurait dû faire autrement. Donc, utiliser l'anneau contre Sauron, non, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on a essayé, ça s'est retourné contre nous. Le cacher, ça ne sert à rien, et ça ne sert à rien non plus d'essayer d'empiler des helpers ou ce genre de méthode par-dessus. Et réécrire en entier, merci Gimli, mais ça va représenter quand même un peu trop d'efforts pour l'entreprise, donc on va essayer plutôt juste de faire ce chantier de refacto. Donc, on va avoir une team cross-fonctionnelle pour mener cette mission, composée donc de Gandalf, notre engineering manager, un dev front Legolas, notre dev back Gimli, équipé de product owner Boromir, un coach agile, nos 2 ops Frodon et Sam, et puis 2 alternants, parce que de toute façon ils étaient là, donc autant les embarquer dans le truc. Et là, dès le début,
Boromir nous dit attention, moi je vous préviens, ok on y va, mais on peut pas se contenter de refactorer. Nos utilisateurs attendent des features et donc c'est bien gentil de vouloir faire des délires techniques comme ça, mais n'oubliez pas qu'on est même là, on est là avant tout pour produire de la valeur pour nos utilisateurs. Sprint 0, choix de la stratégie et des technos. Donc, on se dit, finalement, ça pourrait être super intéressant de quand même on va réécrire l'équivalent du OneRing.cs, on va faire une réécriture complète et donc, juste ce module-là, de faire une refonte complète. C'est le chemin qui a l'air évident. On se dit, on va appliquer des solutions by the book avec une architecture clean, tous les bons patterns et puis surtout, on va mettre du TDD. Ça fait un longtemps qu'on essaye et puis avec le legacy, c'était pas possible. Donc là, ça semble être une vraiment bonne opportunité de s'y mettre. Puis de toute façon, maintenant, quand on met toutes les bonnes pratiques, si on en croit les réseaux sociaux, les coachs agiles et les vendeurs de formation, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Je veux dire, c'est la solution à tous les problèmes, donc autant y aller, quoi. Donc pour ça, on commence à mettre du test-driven development, donc le cycle Red Green Refactor. C'est une méthodologie de développement qui consiste à d'abord écrire un test pour lequel le code n'est pas encore écrit. On observe que ce test échoue et on écrit le minimum de code pour faire passer ce test afin de prouver que c'est bien l'action sur le code de prod qu'on vient d'avoir qui a la capacité d'implémenter le comportement vérifié par le test. Et on itère comme ça, en refactorant régulièrement pour avoir la structure du code qui est la plus adaptée par rapport à ce qu'on estime être les besoins actuels de l'équipe. Et ainsi de suite, et un test après l'autre, on essaye d'avoir une approche itérative qui va nous permettre d'implémenter tous les comportements nécessaires pour que l'application fasse ce que les utilisateurs attendent. Le problème, malgré les bonnes pratiques, c'est que après plusieurs sprints, l'équipe ne s'est pas forcément faite accompagner sur cette nouvelle pratique et sur ces nouvelles architectures, donc elles le font un peu au feeling, quoi, en se disant tiens, ça doit être ça, et elles se rendent compte que elles ont vraiment du mal, le TDD les ralentit, parce que elles écrivent des tests, certes, mais elles se rendent compte que les tests cassent tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles veulent faire une modification du code, il y a des tests qui cassent, donc il faut réécrire le test. Et puis, comme on a quand même eu une phase où les tests ne nous couvraient pas d'un point de vue comportement, il faut quand même faire des tests manuels pour s'assurer que quand même, quand on a changé le test, on a bien toujours la couverture en termes de comportement et la garantie que l'application fait ce qu'on attend d'elle. Le couplage entre les tests et l'implémentation du code fait que les tests sont aussi fragiles que le code lui-même. Donc fragile dans le sens où ça casse sans prévenir. Et si on casse le code de production, alors on casse le test. Et le problème de ce couplage trop fort entre l'implémentation du code et les tests, c'est que parfois, même sans changer le comportement, juste on change la structure du code en rajoutant des paramètres, en enlevant, en découpant des classes. Là, on va casser nos tests alors que le comportement pourtant est toujours le même. Et à chaque fois qu'on veut refactorer, on a les tests qui cassent, on a une zone d'incertitude, peut-être même des tests manuels, et on se rend compte que finalement, on n'avance pas aussi vite que ce qu'on croyait, et peut-être même pas aussi vite que ce qu'on avait l'habitude. Donc ça, c'est lié aux tests couplés à l'implémentation, où on va tester chaque méthode publique de tous nos objets. Et donc, on va se retrouver du test comme ça, où on a des objets de validator, on va leur fournir un objet et on va s'assurer que effectivement cet objet renvoie bien un true ou un false. Donc ce genre de choses, c'est effectivement, si on se dit que c'est le validator qui va nous garantir que la règle métier est bonne, alors on a des tests qui couvrent ce comportement-là. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, on est couplé à l'implémentation et que donc, si on change l'implémentation, tous les tests qui concernent cette fonction sont à réécrire. Avec la problématique de « Ok, j'ai réécrit mon test, mais est-ce que j'ai bien gardé le comportement et est-ce que je suis toujours en maîtrise de mon projet ?» On va aussi souvent avoir une duplication massive du code de test. Donc, on va avoir beaucoup de code à maintenir dans la partie test. Mais du coup, si on ne fait pas ça, comment est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est un test unitaire? J'ai vu plein d'équipes faire des tests unitaires, mais j'en ai rarement vu deux avoir la même définition de ce que ça veut dire unitaire. Donc si on prend la définition dans le sens qui teste une unité de code isolée, c'est garanti, on aura des tests qui sont couplés à la structure du code. Et ça, du coup, est-ce qu'on ne prendrait pas un peu de recul pour se demander à quoi sert un test? Un test, c'est pas juste du code qui va nous mettre en sécurité, c'est juste un outil qui est au service de notre processus d'assurance qualité. Notre processus d'assurance qualité,
il n'est pas là juste pour dire qu'une fonction renvoie bien une valeur. Il est là pour nous dire, est-ce que le code qu'on utilise pour livrer un logiciel en production et le mettre entre les mains de nos utilisateurs apporte de la valeur à ces utilisateurs. Et pour ça, il faut s'assurer qu'il a un certain comportement. Donc un bon test, ça doit avertir que le système n'a plus le même comportement qu'avant. Ça doit nous donner confiance pour faire des changements. On doit pouvoir changer la structure du code pour que le code soit toujours dans une structure qui est adaptée aux besoins auxquels on essaye de répondre, pour résoudre les problèmes que les utilisateurs ont. Et donc, ça doit nous permettre de refactorer sans avoir peur. Une bonne suite de tests doit nous permettre d'être complètement libre dans la manière dont on répond aux problèmes à partir du moment où ils nous préviennent sur le fait que le problème n'est pas complètement réglé ou bien qu'il y a certains comportements qui ne sont pas ceux qui sont souhaités par les utilisateurs. Donc, pour faire ça, on va tester plutôt le cas d'usage. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir notre code avec les tests qui testent uniquement des objets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester des use cases, donc c'est-à-dire des classes qu'on va mettre en place dans nos architectures pour avoir en fait la modélisation d'un comportement. Donc on peut voir ça sous le terme de commandes, de queries, d'application service. Il y a plein ou de use cases carrément. Il y a plein de terminologies selon l'architecture qu'on a employée pour dire ça. Et en testant ce genre de choses, en fait, on va avoir notre registration service. Donc là, le métier que j'ai choisi pour l'exemple, c'était par exemple de dire je veux savoir si un utilisateur a le droit de voter. Donc pour ça, en France, c'est simple. Est-ce qu'il a 18 ans? Est-ce qu'il n'a pas 18 ans? Mais au lieu de tester est-ce que j'ai bien un true ou un false, je vais plutôt tester le comportement dans le sens quelle est l'action et quel est le résultat de l'action que je vais exercer et quelle va être sa modification sur le système en place. Donc pour ça, je vais tester le cas d'usage métier complet. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le register service, je vais dire je veux enregistrer un utilisateur pour l'élection. Et à la fin, je ne vérifie pas que j'ai bien eu un true ou un false, je vérifie que je simule quelque chose qui me permet d'avoir la liste des votants, enfin des électeurs enregistrés, et je m'assure que l'utilisateur que je viens d'enregistrer se trouve bien dans cette liste-là. Et à l'inverse, si le cas n'est pas rempli, que j'ai pas l'âge requis, que effectivement, quand j'essaye d'enregistrer mon utilisateur, il ne se retrouve pas dans la liste des électeurs qui ont le droit de voter. De cette manière-là, je vérifie le changement d'état du système. Je ne vérifie pas le comportement de mes classes, je vérifie quel est le comportement de mon application dans son ensemble. Et ça, c'est très résilient au refactoring interne parce que ce que je vérifie, c'est une modification de comportement qui peut passer par 1, 2, 3, 10 autres classes. Bon, 10, je vous le conseille pas, mais qui peut passer par beaucoup de classes et j'ai une totale liberté sur la manière dont je réponds au problème. Je garantis le comportement tout en laissant une liberté complète à l'équipe de dev sur la structure du code. Et c'est ça qui me permet d'aller plus vite. Donc en pratique, au lieu de chercher juste à avoir des fonctions qui ont un comportement, je cherche à vérifier un comportement plus global et à vérifier donc que le système dans son ensemble entre des frontières bien définies. Généralement, on va choisir la frontière naturelle, celle qui va nous permettre de changer de process, comme un appel HTTP, une base de données ou n'importe quoi qui fait que votre code communique avec une autre application. Et l'avantage aussi de ce genre de tests, c'est que j'ai des tests dont le nom peut participer à la documentation vivante du projet. On peut aussi parler de spécifications exécutables. Mais j'ai en ayant des spécifications exécutables qui se basent sur des comportements, je m'approche plus de la spécification fonctionnelle. Je n'ai pas une spécification technique qui impose une manière de répondre au problème. J'ai une spécification qui garantit que certains comportements sont bien vérifiés et qu'à chaque fois que je lance ces tests, je vais vérifier que l'ensemble des comportements souhaitables et pour lesquels j'ai programmé une vérification sera effectué et donc je pourrai livrer en toute sérénité. La refonte a pris trop de temps. Là, maintenant, le management commence à mettre la pression. Boromir n'a pas livré de feature depuis un moment. Il commence à se gratter, à être nerveux et tout. Donc là, on va se dire, il y a une autre façon. Là, c'était pas possible. La refonte globale, ça prend trop de temps. On n'y arrivera pas. On risque d'arriver à court du budget alloué avant d'avoir livré quelque chose d'utilisable. Donc là, on va devoir prendre un autre chemin. Le framework maison. Là, regarde, non, là, c'est pas possible. On ne peut pas aller dans le framework maison. Vous savez bien ce qui s'y cache. Là, c'est pas possible. On risque notre vie. Et Gandalf dit, ouais, mais j'ai été le lead de cette équipe. Je connais le chemin. Ça devrait le faire. La Moria.
autrefois la fierté de l'entreprise. Vraiment, le bijou des années 90. On avait notre propre query builder. On avait notre propre injection de dépendance. On avait notre propre moteur de template. C'était magnifique. Je vois qu'il y en a certains à qui ça évoque des choses quand je parle de framework maison. Donc on entre dans la Moria, on lance les tests et on se dit, bon, les tests passent, le build est en succès, ça devrait bien se passer. On voit là 3 tests qui passent. Peut-être que les 847 skips vont nous réserver quelques surprises. Première surprise, dans la documentation, on trouve le tombeau de Balin, le post-mortem de 2019, où on se dit, première tentative de refacto du framework, projet abandonné après 6 mois, peut plus sortir, les régressions arrivent. Problème de Gandalf, c'est qu'effectivement, il était tech lead de cette équipe, mais ça fait 10 ans qu'il n'a pas ouvert le repo. Donc, il fait ce que tout bon EM fait dans ce cas-là, il se fie à son nez. Parce qu'en code comme en cuisine, parfois, on n'est pas forcément capable de voir ce qui ne va pas, mais on sent bien qu'il y a un truc qui pue. Et donc en code, on appelle ça des codes smell. Et c'est un peu quelque chose, ce n'est pas sûr qu'il y ait un problème, mais il y a quand même un de nos sens qui s'active et qui nous dit il y a peut-être un problème sous-jacent. Faut que je fasse attention. Et donc dans les codes smell, on a une famille qui est spécialement dédiée au fait de détecter les couplages, qui s'appelle les couplers. Donc c'est les signes qui ne trompent pas. Vous pouvez voir par exemple des classes qui importent des dizaines de packages de tout type, la base de données, le réseau, le système de mail, etc. Des classes métiers qui instancient des classes techniques. Quand vous commencez à avoir des new DB connections dans une classe qui porte un nom qu'un moldu, genre product manager, CEO prononce, c'est que c'est très mauvais signe. Si la logique métier est dispersée dans tout le code au lieu d'être centralisée, c'est aussi un très mauvais signe. Quand vous avez généralement des user service managers, c'est que probablement votre logique métier va être assez dure à trouver et que probablement même la logique métier qui concerne une fonctionnalité n'est même pas dans le même fichier. Autre smell assez facile, enfin en tout cas assez certain pour détecter du couplage, c'est les violations de la loi de Demeter. Donc la loi de Demeter, c'est le fait qu'il ne faut parler qu'à ses amis. La loi de Demeter implique qu'une classe ne devrait pas connaître les détails internes de ses voisins. Elle doit juste appeler les méthodes publiques de ses voisins directs sans connaître les détails suivants. Donc là, on va reprendre le cas du user qui peut voter. Et donc là, notre user validator, ce qu'on va voir, c'est qu'il passe par the one ring, il récupère un user et récupérer son âge et vérifier que c'est supérieur à 18. Donc la loi de Demeter dit on doit parler à ses voisins directs. Et là, en l'occurrence, on peut voir qu'on a une dépendance vers the one ring, mais que dans ça, on a un get user, qu'ensuite on récupère un objet et qu'ensuite cet objet, on travaille sur sa propriété. Donc la loi de Demeter nous dit, par exemple, pour le détecter, c'est 1 point par ligne. On essaye de ne pas avoir plus que 1 ou 2 points à droite du égal, ou en tout cas appelés dans les objets. Ça, donc, comme je disais avant, c'est vraiment un problème. Et finalement, on se rend compte en plus qu'on peut avoir de la duplication. Un autre truc que j'ai vu souvent appliqué et qui peut poser problème dans les projets, c'est le principe dry qui est mal appliqué. Dry, on l'a tous vu à l'école, don't repeat yourself, qui dit dès qu'on a de la duplication, alors il faut factoriser. Ici, la duplication, elle est assez évidente. On voit qu'on a 3 méthodes qui font la même chose. Et donc, on se dit, tiens, si l'objet est valide, alors c'est qu'on appelle les 3 autres méthodes. Mais ces méthodes-là, finalement, elles ont un code qui est exactement le même. Donc, autant faire un refactoring. On va extraire la méthode. Donc, hop, extract méthode. Et encore là, on se rend compte qu'il faut que l'âge soit supérieur à 18. Donc ça, on peut encore l'extraire. Et tout simplement, on crée une méthode isMajor. Et on va se dire, tiens, on va l'appeler pour vérifier si l'utilisateur peut voter, conduire ou acheter de l'alcool. Et là, on a du code quand même, c'est beaucoup plus propre. C'est bien rangé, c'est factorisé, on n'a plus de duplication. Nickel. Vous saviez qu'on peut avoir le permis à 17 ans maintenant? Moi, j'ai appris ça récemment. L'autre version de ça, c'est notre entreprise a du succès. On va attaquer le marché américain. Là-bas, conduire 16 ans, voter 18, boire de l'alcool 21. Donc là,
finalement, on va être obligé de tordre notre user validator, on rajoute une propriété country dans notre user, et puis finalement, on va dire, si c'est un américain, alors il va falloir mettre des if là, et là, c'est le début des ennuis et vraiment des problèmes. Donc la cause de tout ça, c'est que Dry, en fait, le principe don't repeat yourself, qui vient du bouquin Pragmatic Programmer, ça ne concerne pas le code, ça concerne le knowledge, le savoir, et en fait vraiment notre domaine métier. Donc le fait de factoriser en invoquant le principe Dry doit toujours s'appliquer sur des arguments qui concernent le métier, qui concernent le problème qu'on essaie de résoudre, et jamais sur il y a 2 lignes de code qui sont identiques. Même si c'est 4. Même si 4 lignes de code identiques ne justifient pas d'invoquer le principe Dry pour factoriser et créer des méthodes qui vont coupler les différentes fonctionnalités ensemble. Ici, vous voyez bien, on fait la même chose. On cherche à voir si un utilisateur peut voter, conduire ou acheter de l'alcool, mais en fonction du contexte, ces règles-là sont différentes, et donc il ne faut surtout pas utiliser l'argument de Dry pour mettre dans une seule méthode les vérifications de nos utilisateurs. Une fois qu'on en est là, c'est le moment où les bugs arrivent en cascade. On fixe un bug, il y en a 2 qui apparaissent. On fixe les régressions, 8 nouveaux bugs, ça vient de partout. Donc pour ça, on va faire un refactoring nécessaire qui s'appelle respecter le principe de tell don't ask, aussi connu sous le principe de Hollywood Principle, dans le sens ne vous nous appelez pas, c'est nous qui vous appellerons, aussi connu comme respecter le principe d'encapsulation, qui est donc un principe fondamental de l'orienté objet, qui consiste à dire les propriétés que je véhicule dans mes objets doivent être dans la même classe, dans le même objet, que les méthodes qui sont utilisées pour pouvoir les manipuler. Et c'est comme ça que donc, en ayant un objet user abstrait, qui va être lui implémenté par des objets qui sont relatifs au contexte, on n'a plus besoin ici d'avoir une string country ou quoi que ce soit, on va avoir notre objet français qui sait exactement quelles sont les règles qui s'appliquent à lui pour savoir s'il a l'âge de conduire, de boire, de voter. Et l'objet American User qui, lui, va connaître les règles métiers liées aux utilisateurs américains. De cette manière-là, j'ai plus de nombres magiques. Je suis pas obligé d'aller faire un CTRL F sur strictement supérieur à 18 ou bien supérieur ou égal à 17 ou bien ce genre de choses. Là, la règle métier, elle est encapsulée dans les objets et c'est beaucoup plus facile de pouvoir déjà à la fois les comprendre mais aussi les modifier sans casser le reste des fonctionnalités. Une fois qu'on a fait ça, finalement, on se rend compte que dans le framework maison, il y avait quelque chose de bien plus terrible que cette duplication-là, c'est le Balrog, le couplage direct à la base de production. C'était là depuis le début, les fondateurs le savaient, mais ils ont préféré pas y toucher parce que c'était trop de boulot. Et par exemple, ça peut se manifester de plein de manières, mais dans une des missions où j'étais sur du bancaire, on manipulait forcément de l'argent et donc il y avait quand même un minimum de bonnes pratiques d'ingénierie qui étaient appliquées. Donc on n'utilisait pas des décimaux, des floats, tous des trucs comme ça pour manipuler de l'argent. On avait des objets amount, des objets money, mais qui eux basaient sur des objets currency. Et le problème de cet objet currency, c'est qu'il avait besoin d'une base de données parce que les gens qui ont conçu les premières versions de logiciel ne voulaient pas avoir à redéployer du code pour ajouter des monnaies et pouvoir faire en sorte que ce soit juste des modifications dans la base de données. Donc dans un contexte où on n'écrit pas de test, pourquoi pas, mais là le problème c'est qu'il a fallu trouver des contorsions pas possibles pour arriver à juste mettre en place des tests unitaires basiques parce que on ne voulait pas avoir besoin d'une base de données juste pour pouvoir faire une transaction ou simuler un compte en banque, quoi. Ce qui est plutôt problématique. Et ça, c'est pas juste une dette technique. C'est un couplage si profond qu'il n'y a aucun service qui peut fonctionner sans la base de production ou une base de test, en tout cas un environnement déployé. Ce genre de truc, c'est pas à la portée de l'équipe et des juniors. Donc là, Gandalf se rend compte qu'il va être le seul à être capable d'adresser cette chose en tant qu'ancien tech lead. Et donc, il dit, allez-y, partez sans moi. Et Gandalf part en refactoring, il bosse le soir, les week-ends, on n'entend plus parler de lui, il répond même plus sur Slack, mais on voit qu'il y a des commits qui apparaissent et que, en tout cas, ça a l'air compliqué parce qu'il y a de plus en plus de commits le soir, la nuit, le week-end, tout ça. Donc la leçon du Balrog, c'est que les dépendances à des objets aussi lourds qu'une base de données, c'est des choses qui peuvent être vraiment dangereuses pour votre projet. Et pour y remédier, je vous recommande d'appliquer le principe d'inversion de dépendance qui vient donc de Robert C. Martin, qui dit les modules de haut niveau, donc c'est-à-dire ceux qui comportent des noms comme argent, compte en banque, ce genre de choses, ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau, genre repository, DB connection, array, ce genre de choses.
Les deux doivent dépendre d'abstraction. Problème du Balrog, tous les services dépendent directement de la base Oracle. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'inverser cette dépendance et faire en sorte que ce soit la base de données, ou en tout cas les classes qui parlent directement à la base de données, qui dépendent du code métier. Donc pour ça, on va passer d'un order service où on instancie directement des objets de connexion, des objets de commande, à quelque chose où on va injecter une dépendance. Donc on utilise l'injection de dépendance pour pouvoir faire cette inversion et faire en sorte que donc notre objet service ne va pas travailler directement avec un objet qui connaît la base de données, mais avec un objet qu'on va injecter, qui lui implémente une interface. Et donc notre order service, notre user service vont dépendre non plus des objets de production, mais d'interfaces qui, elles, sont implémentées soit par des objets qui communiquent avec les bases de prod, soit par des objets qui restent in-memory pour être dans un contexte de test ou bien dans un contexte qui n'a pas besoin d'une base de données. Maintenant qu'on a perdu Gandalf, va falloir restructurer l'équipe et reconstruire l'équipe. Donc, comment on fait pour se reconstruire après ça? On va faire un refactoring post-crise, on va faire des post-mortem, on écrit la documentation, on documente vraiment tous les apprentissages qu'on a fait au cours de cette tentative, même si elle a échoué. On rajoute des tests, on fait le deuil du code perdu, parce que forcément, dans ce genre d'aventure, il y a des moments où on commence des branches, on y croit pendant longtemps, puis au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, ça ne sera jamais émergé. Et donc, on pleure Gandalf qui est parti en réécriture, et on va voir Galadriel, QA senior, qui nous offre les outils modernes comme les pipelines d'intégration continue, du monitoring, de l'observabilité et tous les objets qui peuvent faciliter le fait d'opérer en conditions de production des objets legacy. Boromir, par contre, il craque. Il veut utiliser la dette pour livrer plus vite et il force pour qu'on merge certaines branches de ce sprint. Là, vraiment, c'est plus possible. Mais malheureusement, évidemment, ce qui devait se passer arriva. Il va casser des comportements chez des clients historiques de l'entreprise. Et donc, pour ça, il voulait livrer trop vite, il a sous-estimé les risques et il va devoir quitter l'aventure. Boromir part, il aurait dû écouter la QA. Frodon et Sam, pour eux, la direction, le Mordor, c'est la plus petite équipe qui vont fonctionner en mode agile, en mode pair programming, sans sprint, sans estimation, sans tout ça, et qui vont essayer de détruire l'anneau et de le découpler de manière agile et tout seul. Pour eux, le voyage ne fait que commencer. Les dangers sont au devant, ils savent qu'ils vont bien galérer dans les prochains temps, mais ils sont courageux, ils y vont quand même. Donc pour conclure, je voudrais donner une citation. Profiter du greenfield, ça dure pas. Le couplage non maîtrisé, c'est un poison lent qui tue vos projets, de mon expérience d'une durée de 6 mois, 1 an, 2 ans, mais jamais plus. Et si en plus vous reposez sur des développements agentiques qui vous pondent des milliers de lignes de code en quelques heures, vous irez juste dans le mur beaucoup plus vite. La Moria, le framework maison finira toujours par vous rattraper. C'est quand même, je trouve, sacrément orgueilleux de se dire que dans notre entreprise, à moins qu'elle ait littéralement des milliers de devs dans l'équipe, de se dire qu'on va faire mieux que Google, Microsoft ou d'autres boîtes de cette taille-là pour faire des solutions qui répondent aux besoins du marché. Le couplage fort, que ce soit à la BDD ou à d'autres objets lourds, c'est un piège mortel qui risque vraiment de poser de gros problèmes sur le long terme à votre équipe en termes de vélocité. Prenez le temps donc de stabiliser. C'est soit faites-le de manière périodique, donc au milieu des sprints, soit des fois, si c'est pas possible, prenez des sprints entiers pour stabiliser et garder une structure de projet qui vous permet de continuer à avancer dans de bonnes conditions. Parfois, ça peut être intéressant de se séparer pour avancer, de diviser les équipes, réorganiser pour mieux coller aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Et donc pour finir, je voudrais citer Galadriel. Même la petite PR peut changer le cours de l'avenir. Et touchez pas au framework maison, ça vit jamais bien. Ça, c'est de moi. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Alpecraft. Ça me fait plaisir parce que pour la private joke, il y a la personne qui m'a présenté le TDD pour la première fois il y a 10 ans et on s'en est rendu compte seulement il y a 1 an que c'était lui. Donc
Donc voilà, donc ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à l'orga, merci aux sponsors, parce que les confs sans sponsor, mine de rien, c'est impossible à organiser. Et je vous invite du coup à scanner le QR code, à me faire des feedbacks pour me permettre d'améliorer ce talk, parce que je le redonne la semaine prochaine à DevQuest à Niort. Donc si vous voyez des choses qui peuvent être améliorées, qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à me le dire. Et par chance, on a 5 minutes pour les questions. Donc si vous avez la moindre question, remarque, n'hésitez pas. Yes, ouais. Pas encore. Les slides ne sont pas encore en ligne quelque part, mais elles le seront bientôt, promis. Ouais. C'est dans le tome 2. Spoiler. Si vous êtes à la Conf, si vous êtes à la Conf demain, je pourrais vous donner le tome 2 parce que je l'ai donné pour la première fois la semaine dernière à Agile Tour. Ah oui, il a dit, ce qui serait intéressant, c'est de introduire un nouveau personnage, Saruman, comme chef de projet client. Mais tu verras, il a un autre rôle dans le tome 2. Bientôt une série Netflix, probablement pas. Mais j'avoue que c'est un peu mon objectif caché un jour de donner les 3 talks d'affilée. Le 3 n'étant pas encore écrit, mais franchement, s'il y a une opportunité, je le ferai pour l'occasion. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre présence.